disposition, hein, les diapos de cette présentation. Bon, moi-même, je suis Vincent Bureau, je travaille à Cerfrance, je suis conseiller à Cerfrance. Cerfrance étant un cabinet de conseil et d'expertise comptable. Et puis, j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Baptiste Reynaud, qui aussi pourra vous contacter si besoin, hein. En quelques mots sur Cerfrance, mais ce sera du très rapide. On est un cabinet comptable, mais qui est, je dirais, qui a un champ de compétences très large. C'est-à-dire que les gens nous sollicitent sur la compta, mais aussi le conseil d'accompagnement, hein, ce qu'on appelle à l'accompagnement à la création ou au pilotage. On a aussi des juristes qui sont salariés de Cerfance et qui accompagnent les clients adhérents de Cerfance pour leur projet. On a un pôle aussi social employeur. Si demain vous avez des employés, des salariés en salaire ou salarié pardon ou en alternance. Donc c'est tout à fait, on produit les payes et le déclaratif. Et puis on a même un pôle marketing qui est accessible aux adhérents. Si vous avez une stratégie marketing à engager ou des supports de communication à établir, on peut vous accompagner, au même titre qu'on accompagne des créateurs sur un business plan, on peut accompagner des créateurs sur une stratégie digitale, hein, sachez-le. C'est rare de voir ça dans un cabinet comptable, mais on a cette compétence accessible. Bon, Cerfrance, c'est un réseau national avec des déclinaisons départementales. Je vous invite à regarder notre site. Sachez qu'on est implanté sur tout le département. Bon, avec un siège à Moirans, d'où je vous parle, mais avec une agence notamment à Échirolles ou sur le Nord Isère. Enfin, on est très implanté et même des permanences, notamment en secteur montagne. Pour les créateurs, on établit le business plan, la présentation, si besoin, de vos outils aux banques. On organise des entretiens bancaires, le choix du statut fiscal et social pour vous immatriculer, la mise en place, comme je vous le disais, d'une stratégie commerciale ou digitale qui est tout à fait possible dans le cadre de votre création d'entreprise. Voilà. Euh, la thématique de ce jour, c'est la création d'entreprise en 5 étapes. Alors, on a volontairement on s'est donné 5 étapes clés là qu'on va détailler. La première étape, c'est l'adéquation entre vous et votre projet. La deuxième étape, c'est l'étude de marché. La troisième étape, c'est c'est l'établissement du business plan. La quatrième étape, qu'on a volontairement un petit peu mis, pas forcément immédiatement, c'est le cadre juridique, fiscal, social et réglementaire de votre activité. Et puis la cinquième étape, c'est les aides éligibles à votre projet de création reprise entreprise, hein. Bon, c'est des choses très importantes, ces 5 étapes. Bien entendu, ces 5 étapes, elles sont modulables, c'est-à-dire on peut revenir de la quatrième à la troisième ou la seconde, bien entendu, en fonction de l'avancement, hein, de votre projet. Alors, on va les reprendre rapidement. Euh, la première, c'est l'adéquation homme-projet, homme-femme projet, hein. Donc, c'est se poser les bonnes questions pour renforcer la qualité de votre projet, hein. C'est connaissance de soi, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous savez faire, connaissance des enjeux de son entreprise, même avec les corrélations avec sa vie personnelle, qu'est-ce qui vous pousse à créer, et à un moment donné, de quelle expérience je dispose, est-ce que j'ai un plan B et combien de temps je me donne pour effectivement créer mon activité, hein. Et souvent, comme beaucoup, vous êtes technicien dans votre produit ou votre service. Et par contre, il faut que vous, en tant que futur entrepreneur, vous développiez des compétences de gestion, hein. C'est la capacité à prendre demain des bonnes décisions, des compétences en dimension commerciale et avec un apport au niveau de votre comptabilité
Bon, notamment, mais la compta, il n'y a pas que la compta, et surtout pas la compta, c'est pas du tout prioritaire dans la création de l'entreprise. Hein. L'important, c'est que vous repériez vos forces et vos faiblesses, et si possible, que vous soyez, ou si nécessaire, vous soyez accompagné sur des points clés. Hein, voilà. Donc c'est une étape un peu, bon, qui en fait doit faire l'objet d'un discernement un peu plus important, mais qui est vraiment essentiel et qui correspond à votre décision d'engager, hein, une création ou une reprise d'activité existante. Ensuite, la seconde étape, la deuxième étape même, c'est l'étude de marché. Hein. Après les questionnements sur soi, il faut se poser des questionnements un peu identiques, mais au niveau de son entreprise. Hein. Et alors, c'est l'étape la plus importante pour nous, la plus difficile, hein, mais c'est analyser son environnement géographique, hein, sa zone de chalandise, ses concurrences, ses modèles techniques, son évolution technique et réglementaire. C'est repérer, tout à l'heure, là, dans le tour de table, euh, la personne Madame Polo, qui parlait de balade en moto. Bon, vous avez dit, on sera les seuls, bon, voilà. Alors, vous êtes seuls, c'est très bien. Pourquoi c'est pas fait déjà jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui proposent ça de manière analogue ou un peu différenciée? Hein, c'est vraiment la connaissance de son marché, connaissance de ses clients, des comportements de vente, euh, de sorte que vous puissiez au final de réfléchir sur votre offre à proposer à vos clients, une offre de service ou une offre de produit, euh, pour que les gens puissent effectivement, vous puissiez positionner des clients qui soient intéressés à votre activité. Euh, de sorte que l'étude de marché vous permet de repérer s'il y a une existence d'un marché et de vous confronter à la décision de créer ou pas. Hein, l'étude de marché peut aboutir à corriger son projet de création, peut aboutir aussi à décider de ne pas créer en l'état. Hein. Voilà. Alors, on pourrait en parler très, très longuement de cette étape. Mais il faut souvent, par exemple, les gens qu'on reçoit en disant oui, j'ai fait un questionnaire ou j'ai fait une étude de terrain, j'ai vu des gens ou j'ai regardé des stats, etc. Ça fait partie des éléments pour agréger une étude de marché, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est vraiment, faut enquêter, faut se rendre sur le terrain, faut rencontrer des gens, faut s'interroger, voilà, de sorte que vous serez jugé et évaluer sur la pertinence de votre étude de marché. Un banquier, une plateforme d'initiative locale, un partenaire, même un partenaire fournisseur un partenaire avec qui vous pouvez faire du business, du réseau, un partenaire de réseau, devra repérer vraiment votre faisabilité autour de cette étude de marché. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la situation, la, la- l'étape la plus importante. Hein. Sachez que, bon, à Serfrance, j'ai une collègue qui a cette compétence de discerner avec vous les études de marché à partir d'une un auto-contrôle, enfin un auto-diagnostic. On vous donne les clés pour poser les bonnes questions au bon moment. Hein. Voilà sur l'étude de marché. Volontairement, hein, on fait court par rapport à aujourd'hui, mais bien entendu, ces points sont repris par la suite. Et n'hésitez pas, hein, à nous poser des questions si besoin en cours de présentation. La troisième étape, qui volontairement a été positionnée après l'étude de marché, c'est ce qu'on appelle le prévisionnel ou le business plan. Bon, c'est en clair identifier vos besoins et vos ressources, euh, repérer donc ce qu'on appelle le plan de financement initial, établir les comptes de résultats des années 1, 2 et 3 qui sont liés à votre création d'entreprise et
surtout au titre de la première année, repérer en trésorerie ce que ça donne entre vos recettes envisagées, recettes probables, et surtout vos dépenses qui sont souvent plus factuelles, plus sûres que les recettes, hein. Et ça, c'est très important que, à la suite de votre étude de marché, vous repériez et vous fassiez en sorte d'établir votre prévisionnel, hein. Alors, le, pardon, le prévisionnel, il est sur 3 ans. Euh, les besoins d'argent en termes sont nettement plus importants en année 3 qu'en année 1, puisque en année 1, vous avez quelquefois des exonérations de charges sociales. Vous n'avez pas forcément immédiatement votre rémunération d'entrepreneur qui est mise en place. Et je dirais, toutes les charges liées à votre activité ne sont pas forcément en place, puisqu'il y a des choses qui vont arriver par la suite. Donc l'année 1, c'est vraiment un chiffre d'affaires point mort. Enfin, nous, on le positionne comme ça, pour que vous repériez déjà vos engagements, sachant que le chiffre d'affaires de référence et qui doit être croisé à l'étude de marché, c'est souvent le chiffre d'affaires de l'année 3, qui doit matérialiser véritablement la réalité de votre activité, hein. Et nous, l'optique que l'on a, c'est vraiment de coproduire un prévisionnel avec vous, hein. On ne peut pas se permettre de l'établir comme ça. Enfin, ce n'est pas notre technique. On a 2, 3 entretiens avec les créateurs repreneurs où bon, on définit des points ensemble, on le façonne ensemble. Moi, je le mets en forme, mais de sorte que vous soyez capable de l'expliquer de manière autonome par rapport à nous. C'est très important. Je continue par rapport à notre développement. N'hésitez pas à me poser des questions, hein. La quatrième étape, c'est le cadre juridique, fiscal et social de la création. Alors, alors parmi vous, il y a des gens qui ont assisté à la conférence au forum La Osée Entreprise pour laquelle on a participé jeudi dernier. Alors, c'est des diapos un peu différentes, hein, par rapport à celles que vous avez pu voir. Mais les questionnements sont aussi à peu près pareils. Bon, pour faire simple, il y a 2 typologies pour entreprendre. Ce qu'on appelle l'entreprise en nom propre ou l'entreprise individuelle et l'entreprise en sociétaire, hein, ou la société commerciale qui sont possibles. Alors, l'entreprise en nom propre, c'est soit vous exercez en entreprise individuelle au réel, soit vous exercez en micro-entreprise, hein. Donc, c'est agir seul. L'entreprise commerciale, vous pouvez tout à fait être votre propre entrepreneur tout en étant en société, hein. Ce sont les formes EURL ou SASU, hein, qui sont accessibles. Et les deuxièmes formes, ben, c'est des associations avec au moins un salarié, un associé, pardon, supplémentaire, donc avec le modèle SARL ou SAS éligible, hein. Mais sachez qu'on peut être seul pour entreprendre et la plupart des situations de création d'activité sont autour de ces 6 formes, hein, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, l'EURL, la SARL, la SASU ou la SAS. Bon. Quand on fait ça aujourd'hui, il faut se projeter, hein. Si demain je dois m'associer, ben, c'est peut-être préférable de créer une société tout de suite, euh, quitte à la transformer plutôt que de démarrer en entreprise individuelle. Bon, si demain j'ai peu d'investissement et je suis prestataire de service, bah, le cas de l'entreprise individuelle peut tout à fait se poser, hein. Alors, à partir de là, euh, oui, alors je vous ai mis une slide vraiment qui date de la semaine dernière. Sachez qu'il y a une modification importante qui va se faire à partir de 22, si bien sûr le projet plan indépendant est voté. C'est la possibilité, c'est d'avoir un statut unique pour l'entreprise individuelle. C'est-à-dire que vous pourrez euh, avoir une notion de capital professionnel affecté à l'activité, quand bien même vous restez entrepreneur individuel, hein.
Et cette possibilité d'avoir un capital professionnel affecté à votre activité vous donnera la possibilité d'opter à l'IS tout en étant entrepreneur individuel. Donc ça, c'est un élément pour lequel on attend des informations, mais qui est assez structurant par rapport à l'exercice des modèles d'entreprise individuelle. Et puis, il y a un deuxième point que, bon, là, c'est la question du statut de conjoint collaborateur, mais je ne veux pas m'y tendre pour aujourd'hui, hein. Mais ce sont deux points nouveaux qui doivent être intégrés dans votre création d'entreprise. Alors, les quatre questions à se poser autour de son statut, de l'étape 4, c'est le choix de son régime impôt sur le revenu ou impôt société. La deuxième question, c'est le choix de son régime social. La troisième question, c'est la lecture de son projet par rapport à Pôle emploi. Et la quatrième question, qui est là aussi transverse au projet, c'est la question d'être ou pas à la TVA. On n'est pas obligé d'être à la TVA, on en reparlera. Alors, le premier zoom, c'est la question du choix du régime fiscal. Vous avez deux régimes fiscaux accessibles, soit on appelle l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors, je vous ai mis des présentations pour comparer. L'impôt sur le revenu, il n'y a pas de distinction entre votre bénéfice de l'entreprise et votre rémunération, c'est confondu. Euh, la, la rémunération du chef d'entreprise, donc c'est vos prélèvements, ce n'est pas une charge quand on est un impôt sur le revenu. Et vos charges sociales sont calculées d'après votre revenu avant rémunération des dirigeants. Et ce revenu, il se rajoute au barème progressif de l'impôt, quand on est à l'impôt sur le revenu. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, il y a une distinction entre le bénéfice de l'entreprise et la rémunération de l'entrepreneur. Globalement, le taux du DIS est à 15%, hein, quand notre revenu est en dessous de 38 000 euros environ, et 28% au-delà, pour l'instant. Et ce qui est important à l'IS, c'est que les charges sociales sont calculées non pas d'après ce que dégage l'entreprise, mais d'après ce que vous prélevez, hein. Et par ailleurs, ce que vous prélevez, ben, ça correspond à votre rémunération à titre personnel. Donc il y a vraiment un point important et à comparer l'impôt sur les sociétés avec l'impôt sur le revenu. Le conseil, souvent, dès que vous avez des investissements importants, le choix de l'IS, si vous êtes seul, peut se faire. S'il y a peu d'investissements, notamment les prestataires de services, hein, par exemple, vous qui êtes en bureau d'études, là, enfin, ce qu'on avait dit, il y a un vrai calcul à faire. Parce que s'il y a peu d'investissement, eh bien, les revenus sont très proches de ces prélèvements. Les revenus professionnels sont très proches de ces prélèvements. Du coup, il y a un calcul à faire entre l'IS et l'IR, hein. Ça, c'est un premier zoom, c'est une question essentielle. Le deuxième zoom, c'est son choix de son statut social à faire. Soit vous relevez des TNS ou ce qu'on appelait l'URSSAF des indépendants, ou ex-RSI, hein, c'est ce qu'on appelle le régime TNS, ou vous êtes, le deuxième régime, c'est assimilé salarié. Le régime TNS est accessible aux personnes en EURL ou en SARL si vous êtes gérant majoritaire. Le statut des assimilés salariés est accessible si vous êtes président de SASU ou de SAS. Alors, on pourrait faire un webinaire consacré au statut social. C'est une vraie question. En gros, il faut comparer, hein, faut tout comparer comme on dit et comme souvent. En TNS, vos charges sociales représentent approximativement 45% de votre rémunération perçue ou de votre revenu, si vous êtes à l'impôt sur le revenu. Tandis que si vous êtes assimilé salarié, votre rémunération, vos cotisations sociales représentent 80% de votre rémunération nette. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est comparer les deux régimes entre le TNS et l'assimilé salarié, à la fois au niveau de vos cotisations sociales, mais aussi de votre prévoyance en tant que futur entrepreneur. C'est très important, hein. De sorte que vous arriviez à vous faire votre opinion par rapport à ça, et vous aurez besoin
de consulter un organisme de prévoyance à l'intention des chefs d'entreprise ou de consulter votre assureur pour que là aussi, vous puissiez repérer, notamment pour le statut de TNS, la prévoyance complémentaire que vous devez souscrire pour que votre protection sociale, notamment vis-à-vis de des indemnités journalières, de votre accident du travail et aussi des pertes d'activité, soit proche entre le statut de TNS et le statut d'assimilé salarié. Hein. C'est très important, il faut simuler. Souvent, on peut avoir une protection sociale, souvent de prime abord, euh, on se dit ouais, faut être assimilé salarié parce qu'on a une protection sociale plus importante. C'est intuitif, mais c'est pas forcément c'est à démontrer. Et c'est peut-être contre-intuitif. Hein. Le raisonnement, il est plutôt de dire j'explore complètement mon statut et mes possibilités d'exercer sous la forme de TNS pour ensuite se dire, eh bien, pour X raisons, ça ne correspond pas à ma situation, et du coup, je migre vers un statut d'assimilé salarié. On a plutôt cette tendance-là euh, au niveau de votre statut salarié. Sachant que, au passage, être en SAS ou en SASU, vous avez des règles juridiques plus souples qu'en SARL. Donc, quelquefois, en raison de projets que vous pouvez avoir, notamment l'association de personnes euh, en deuxième temps dans votre projet, quelquefois, on se dit, ben, on retient le statut, ou si vous êtes par ailleurs, vous gardez un statut de salarié, quelquefois le statut de SAS ou SASU, c'est un statut qui est retenu parce qu'il y a un contexte autre que mon statut social qui explique de retenir ce choix. Hein. On le présente souvent comme ça. Je continue. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre, pardon. Je continue. Christine, s'il y a des questions, hein, vous prenez la parole. La troisième, Pour l'instant, il n'y a pas de questions, d'accord. Vincent. La troisième zoom, c'est la lecture de son projet par rapport à Pôle emploi. Hein. Là aussi, hein, bon, vous le savez comme moi, qu'il y a soit les Pôle emploi, on cumule ses ARE avec son activité professionnelle, soit on demande le capital Pôle emploi. Bon, vous avez l'explication et vous devez sans doute les connaître. Mais là aussi, c'est important de simuler. Hein. Et c'est là aussi, en fonction de votre situation et en fonction notamment de vos besoins personnels, il faut que vous appréhendiez ça. Sachez qu'à Pôle emploi, il existe des conseillers projets qui vous accompagnent plutôt sur vos projets, mais il existe aussi des conseillers qu'on appelle des conseillers indemnisation qui sont plutôt dans les euros, les euros liés à vos ARE. Et là aussi, n'hésitez pas, alors vous ne les avez pas forcément immédiatement en premier accès, mais n'hésitez pas moi j'ai tendance à dire aux personnes que je suis, ben, on arrive à identifier peut-être deux, trois scénarios, et je leur dis, ben, écoutez, vous contactez Pôle emploi pour qu'on partage notamment la question des ARE. Hein. Nous, on a un simulateur et même sur votre site, sur le site de votre espace personnel, le Pôle emploi, vous avez un simulateur pour repérer les modifications d'ARE qui peuvent arriver si vous reprenez une activité professionnelle ou vous créez. Mais là aussi, sachez, soyez vigilants. Je continue. Euh, Volontairement, je ne vous ai pas parlé pour l'instant de la TVA parce que, euh, en fait, la TVA, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on est en société, souvent j'ai ça, c'est pas parce que je suis en société que je suis à la TVA. Hein. La TVA, c'est quelque chose de transverse par rapport à son régime. Être à la TVA, on est à la TVA si on dépasse des seuils, le seuil de 34 400 si on est prestataire de service, ou de 85 800 si on a des activités de commerçant. Bien, commerce, achat-revente. Ce qui permet, par exemple, si vous créez une société et que vous êtes prestataire de service avec des clients particuliers, ben, ça se trouve, vous n'avez pas intérêt, peut-être par exemple, d'être à la TVA. Hein. Et vous pouvez bénéficier de la franchise de TVA si vous êtes en dessous du seuil, quand bien même j'ai un régime, je suis en société. Hein. Euh,
Et par contre, à l'inverse, un micro-entrepreneur, ou si vous êtes en dessous du seuil de 34 000 si vous êtes prestataire, eh bien, vous avez peut-être intérêt à opter à la TVA parce que vous avez des investissements, parce que vous êtes en B2B, etc. Hein. Donc là, je le mets véritablement en questionnement à part, délibérément, parce que la TVA, c'est quelque chose de déconnecté de vos seuils et de votre activité. Même si, au final, très souvent, les gens sont à la TVA, mais il y a des situations particulières où on conseille de ne pas être à la TVA. Je continue. La cinquième étape, avant vos questions, n'hésitez pas. La cinquième étape, c'est repérer dans votre projet les différentes aides possibles. Alors, je vous les ai listées. Alors, il y a la question de l'ARS ou de l'ACRE. Hein, donc ça, c'est l'ARS, c'est ou le maintien partiel des allocations chômage. Donc ça, c'est les questions de Pôle emploi, hein, des ARE. L'ACRE, c'est l'exonération partielle de ces charges sociales. Là aussi, il y a des conditions pour être exonéré. La plupart des créateurs d'entreprises le sont. Bon, mais quelquefois, il y a des situations où ils ne l'aident pas. Hein. Le troisième dispositif, alors je ne sais pas si certains le connaissent, c'est ce qu'on appelle dispositif d'émission reconversion. C'est un accompagnement par les centres de bilan de compétences au mode projet pour arriver à discerner votre projet et à demander une possibilité, sous certaines conditions, de démissionner sans que cette démission soit enfin, sans qu'il y ait le risque d'un refus de démission, notamment dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Hein. Bon, c'est un dispositif qui est éligible si vous avez 5 ans de CDI au niveau de votre activité actuelle. Les quatrièmes aides qui sont dans un tout autre domaine, c'est l'aide au financement. Notamment, tout à l'heure, je vous ai précisé le plan de financement initial. Donc, vous pouvez lever des prêts à taux zéro auprès de 3 organismes, Initiative France, le réseau Entreprendre ou le réseau ADI. Bon, sachez que nous, Serre France, on est partenaire de ces 3 réseaux et on peut tout à fait faire, enfin, c'est notre job aussi de vous mettre en relation avec ces personnes. Vous avez aussi, et on l'oublie, des aides liées au territoire. Hein. Notamment dans les communautés de communes. Bon, il existe des services économiques. Il ne faut pas hésiter à aller les voir parce qu'il y a peut-être une aide, notamment en numérique ou pour les vitrines, pour les commerces, par exemple. Pour les sites, hein, pour les créations de sites, il y a des aides aussi de la région hein, qui, là aussi, peuvent être éligibles sous certaines conditions pour votre projet. Moi, j'utilise un portail que vous connaissez peut-être, c'est les-aide.fr. C'est un portail où, en fonction de mots-clés, ça vous fait un peu une liste très, très vague et très large surtout, et très, j'allais dire presque exhaustive, des aides éligibles. Alors après, faut les repérer au cas particulier, mais c'est un site qui est bien fait. Et puis, bon, pour les aides aussi, il y a l'aide de Serfrance dans le cadre de l'accompagnement d'entreprises qu'on peut vous proposer que je vous ai décrit. J'ai tenu à peu près la petite demi-heure, hein, du coup on a fait un petit peu court, 20 à 25 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça?